Je vais dans un IUT, t'as une caméra, t'as un ordinateur, essaye voir de rendre ça rentable. 21 ans rend ça rentable, si tu veux, c'est très abstrait. Donc tu parlais quel est l'ADN du studio, nous c'est vraiment de la 2D. Quand on m'a appelé souvent pour de la 3D, je refusais. Je refuse plus maintenant. Parce que en fait tu t'es aperçu que Blender avait changé la donne. Révélation quoi. Ouais. Révélation, franchement ça nous éclate. On s'autorise tout, principalement de l'ado adulte. Moi, j'ai une attirance particulière pour tout ce qui est genre et science-fiction. C'est vrai qu'il y a de nombreux projets, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en concurrence. Tout ne peut pas aboutir et on en revient à la coproduction. Je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'essayer de mener des combats à plusieurs, que ce soit pour des courts-métrages, les coproduire, pour des séries, les coproduire ou du long. Aujourd'hui, nous, en tant que studio, on doit essayer de trouver des alternatives, des façons de faire mieux, moins cher, autrement. Tu marches sur des œufs, tu fais doucement et tu essayes de baisser la tête quand le vent souffle un peu trop fort et qu'il n'y a pas forcément tout le temps du boulot. C'est ça. Bonjour à tous et bienvenue sur The Anima Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mathieu Rollin, fondateur de la société Amopix, un studio d'animation et de production audiovisuelle basé dans le centre historique de Strasbourg. Dans cette conversation, Mathieu nous livre ce qu'est créer un studio loin de Paris, nous parle de sa ligne éditoriale et de ses différentes productions, et notamment de son premier long métrage d'animation, Angelo et la forêt mystérieuse, qui avait été sélectionné à Cannes et à Annecy il y a quelques années. Il nous explique également comment il vogue de projet en projet et pourquoi il fait le choix de produire différents formats dans différents registres. Une conversation fort enrichissante qui j'espère vous plaira également, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci infiniment et je vous souhaite une très bonne écoute. Mathieu, bienvenue sur The Anima Show. C'est un plaisir d'être ici. À quel moment, où est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « Ok, là, on est rentré dans la cour des grands, on n'est plus un petit studio ». Je pense qu'après le succès critique de Funan, c'était effectivement quand il a été auréolé du cristal, c'est là que ça a été un petit peu plus simple d'avoir des contacts. Donc on remonte à peu près à 2018. Okay. 2018, nous on avait commencé à lancer le projet avec Sébastien Onomo quelques années auparavant. Et il a eu cette trajectoire magnifique. C'est un film qui m'avait bouleversé. Moi, je débutais. Je l'avais vu au Cartoon quelques années auparavant. Et puis, il y a ce... Cartoon Forum qui se déroule à Bordeaux. Cartoon, alors, t'as le Cartoon Forum pour la série, t'as le Cartoon Movie. Movie. Et donc, c'est après Annecy, après le Festival d'Annecy en 2018. Et puis, très rapidement, on a eu d'autres projets qui sont arrivés, d'autres projets de long métrage. Angelo et la forêt mystérieuse, qui a dû naître à ce moment-là, finalement. En fait, c'est ça. C'est que quand j'ai ensuite toqué à la porte d'autres studios comme... studio et producteur d'ailleurs, souvent ils sont les deux, comme par exemple JSBC, donc chez Marc et chez Perrine et Franck. C'est vrai que là on a commencé à parler de ce projet. Il y en avait d'autres, alors il y en a parfois qui arrivent à se lancer, il y en a qui arrivent moins bien à se lancer, donc effectivement c'est les aléas de la production, mais en tout cas Angelo, on est ravis d'avoir lancé la production de ce projet. La société Amopix est basée à Strasbourg, ce qui en fait une particularité. Alors il y a plein de studios qui sont un peu étalés sur la France, mais Strasbourg, c'est sympa aussi. Pourquoi l'ADN de Strasbourg et qu'est-ce qui fait la particularité de ta société versus les autres, finalement ? Alors, écoute, on va rembobiner vers mes 16 ans. Ouais. À 16 ans, je me pose une question, c'est est-ce que je vais faire du cinéma ? Je pensais pas à l'animation, je pensais au cinéma. Live action au début. Prise de vue réelle. Ou des métiers d'artisanat. Donc, je suis allé faire des stages chez les Compagnons du Devoir. Génial. Ouais, j'ai fait menuisier. Dans menuiserie, ok. Menuisier, ébéniste et charpentier. Trop bien. Ouais. Et finalement, mon cœur a balancé pour le cinéma. À 17-18 ans, je suis parti un an aux États-Unis. Parce que j'étais plutôt un cancre à l'école, c'était un peu la catastrophe. D'accord. Et en fait, mes parents m'ont dit, écoute, c'est pas possible, va faire une année à l'extérieur. Okay. Et au moins, tu auras une bonne note au bac avec un bac avec de l'anglais. Et donc, j'avais fait option cinéma. T'étais parti où aux États-Unis ? Pas loin de Boston. D'accord. À Chicopee, dans un tout petit bled américain où il ne se passe pas grand-chose. Et donc, pendant un an, je suis là-bas, je reviens, j'ai un bagage culturel différent, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai un petit peu plus d'idées sur ce que je veux faire. Mais tout n'est pas encore tout à fait clair. Et puis là, je vais dans un IUT, parce que mon père me conseille de faire ça après mon bac. Et il me dit, écoute, ils font de la programmation, ils font du graphisme, ils ont des caméras, ils font du montage ou des choses comme ça, regarde voir.
Alors j'y vais, et puis je passe 2 ans là-bas. Et puis ensuite, il me dit, mais t'as une caméra, t'as un ordinateur, essaye voir de rendre ça rentable. Je viens d'une famille où mon papa était entrepreneur. Ah oui, d'accord, et donc il me dit, bah tiens, rends ça rentable. Un petit challenge, quoi. Ouais, Ouais. À 21 ans, rends ça rentable, si tu veux, c'est très abstrait. Donc je monte la boîte. Et comme à 21 ans, il existe encore les pages jaunes, puisqu'on est en 2001, il me dit, bah, tiens, t'as qu'à inventer un nom où ça commence par un chiffre ou par le A. Pour que ce soit en haut de la... Pour que ce soit en haut, quand tu feuillettes ça, comme ça c'est tout en haut. Donc Art of Moving Pixels, c'est de là que c'est venu Amopix. Okay. Et donc, comme je vivais à Strasbourg, je suis resté à Strasbourg. Très bien. Et cela dit, j'ai quand même ouvert des bureaux à Annecy, parce que j'aime bien les montagnes. Donc chez nous, on a des petites montagnes à Strasbourg. Je suis allé chercher des montagnes un peu plus hautes et un lac. Puis il y a aussi un festival par ailleurs. Et puis il y a des gens très sympathiques là-bas. Et donc j'ai ouvert Amopix Annecy il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. D'accord. Et là-bas, vous fabriquez, c'est pour la fabrication uniquement ou... Ça reste la fabrication et la production. En fait, si tu veux, nous, dans l'organisation, on est une société de production, donc on va chercher des fonds, on a des auteurs avec lesquels on travaille. Il y a des coups de cœur et on se dit on va les aider. C'est des cours, des séries ou de la copro sur du long. Pour l'instant, on ne s'est pas encore lancé, nous, en production déléguée sur du long. Et je tapais dans un premier plafond de verre à Strasbourg, où on a des fonds de l'Eurométropole, les fonds de la région, comme souvent dans d'autres régions, dans d'autres départements. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant. D'aide à la production, quoi, ou en tout cas... Oui, bien sûr. D'aide à la production et au développement de ces projets. Et allant depuis des années au Festival d'Annecy, et puis rencontrant les gens qui sont là-bas, ils sont venus aussi un petit peu me chercher en me disant, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Est-ce que tu n'aurais pas envie d'avoir une succursale, d'avoir un établissement secondaire, d'avoir des choses ailleurs? Ça a fait son chemin, mais en fait, ce qui m'a donné le temps d'y réfléchir, c'était le Covid. Parce que j'ai eu cette conversation en 2020. D'accord. Et ensuite, il y a eu un petit peu 2 ans de pause. Cela dit, l'animation a continué à vivre pendant ces 2 ans. Ouais. Et on a pu travailler, et j'ai continué à réfléchir, et on a lancé Amopix Annecy en 2024 à Annecy. Voilà. Comment tu définirais le slate des productions chez Amopix? Parce que j'ai l'impression que vous touchez un peu à tout, hein, en termes de format, en termes de même de cible. On s'autorise tout, Ouais. principalement de l'ado adulte. Moi, j'ai une attirance particulière pour tout ce qui est genre et science-fiction. D'accord. Mars Express, Tout à Last fait. Man sont des choses que j'adore. Ouais. Oui, parce que tu étais impliqué dans Last Man, dans... Oui, on était sur Last Man saison 2, donc Ouais. on avait fait nous les décors à Strasbourg, une partie des décors, parce que c'est toujours divisé sur plein de sites de production. Mars Express, on a fait de la coproduction. Encore une fois, j'ai retrouvé les équipes de JSBC, les équipes d'Everybody on Deck, qui étaient les mêmes que sur Last Man. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on a envie d'aller vers différents types de styles. Mais quand tu réfléchis, parce que j'y pense souvent à pourquoi j'ai envie d'aller vers telle ou telle chose, en fait, ce que je cherche à conserver, c'est de l'artisanat. D'accord. Et c'est là qu'on rembobine à mes 16-17 ans, quand je me posais la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des métiers du bois ou est-ce que je vais vers autre chose, notamment du cinéma? Et en fait, ça reste ça. L'ADN de ce qu'on fait, ça va être le plus traditionnel possible. D'accord. On a fait évoluer nos studios à Strasbourg et désormais, on a une pièce qui est dédiée à du banc-titre. Ah ouais? Technique Banc-titre? classique. Banc-titre. Incroyable. Avec l'appareil en top shot, les plaques de verre, Génial. un petit dragon frame à côté. Et on s'est fait un lieu pour que les artistes puissent travailler à la peinture, à l'animation sur sable, l'animation en riz, en terre, en ce qu'ils veulent en fait. Donc... C'est la relation avec les artistes qui te nourrit, en fait, c'est quoi en tant que producteur finalement qui... Oh oui, quand je me lève Ok. tous les jours, c'est ça qui me donne vraiment le sourire. En fait, Ouais. c'est de vrai qu'une équipe. Aujourd'hui, on n'est pas plus que 50. Ouais. Je voulais pas aller trop haut. Le Strasbourg, on a une 40-45 postes. À Annecy, on en a 6. On a aussi l'administratrice de production qui est désormais à Annecy. C'est vraiment travailler sur des projets qui sont très différents les uns des autres. Tu vois, là, on va faire entrer en production un projet qui a fait un grand chelem de toutes les aides. Donc, les producteurs sont pour l'instant plutôt sereins sur la façon dont on va le mener. Mais c'est un film qui va convoquer 3 à 4 titres d'animation sur un court-métrage, ce qui est beaucoup. Donc, c'est pas exclu qu'on fasse même de la motion capture pour nous donner des références. Il va y avoir de la mine de plomb, il va y avoir du fusain, il va y avoir de l'anime 2D tradi, il va y avoir de l'anime 3D. Ouais. Il y aura de tout. Et on va hybrider ça. Ça, franchement, ça nous éclate. Ouais. Donc, en fait, on n'a pas un pipe, on n'est pas dans une logique industrielle. D'accord. Même quand on fait des séries, on essaye de se poser des questions sur pas forcément la logique technique, mais les logiques artistiques qu'il va y avoir derrière. Est-ce qu'il y a un projet en particulier qui t'a marqué, toi, humainement, justement, sur tout ce que tu as été produit chez Amopix ces derniers temps?
Parmi mes coups de cœur, mais voilà, c'est toujours mon attirance pour la SF. J'adore Mars Express. Ouais. C'est un film qui m'a éclaté. Qui a fait le tour du monde, hein, Mars Express. Voilà, il Ouais. était à Cannes il y a 2 ans maintenant, il était à Annecy, il était au César. C'est aussi l'histoire d'une rencontre aussi avec vraiment des producteurs avec lesquels on s'entend extrêmement bien, un réalisateur, parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que avec Everybody on Deck, on travaille avec 2 Jérémy. Ouais. En alternance, Jérémy O'Haraud Oui, et Jérémy Perrin. Perrin. Et donc, l'un était l'assistant réel de l'autre pendant la saison 1 de Last Man, puis il a réalisé la saison 2, C'est incroyable. etc. Donc, tu vois, c'est assez Le marrant. duo des Jérémy, quoi. Voilà, 2 types brillants. Il y a un projet aussi, je trouve, qui est très intéressant que tu fais naître chez Amopix. Qu'est-ce que sont les métiers de l'animation, en fait? Et Oui. c'est une série qui est très bien faite. Bon, moi, j'ai eu la chance de la voir. Oui. Tu peux nous en parler de ça? Parce que c'est assez rare, en fait. Alors- C'est pas ce style-là, quoi. C'est vrai qu'on est pas mal identifié. Très bonne remarque sur tout ce qui est programme court. On en fait beaucoup. Moi, j'en ai réalisé 80 là, sur les dernières années. On avait fait une série qui a très très bien marché, qui distribuait de Lou sur les super pouvoirs du vivant. Donc, Ouais. on a cette très jolie série. À côté de ça, j'avais fait pour France 3 Grand Est une série sur la région et les problématiques des fusions des grandes régions. Ouais. Ça avait soulevé pas mal de choses et de questionnements. Et on avait tourné ça de façon ludique. Et effectivement, on est connu pour le programme court. Et j'avais très envie depuis des années de faire une série ou de trouver une façon de répondre aux questions de c'est quoi l'animation. Parce que déjà, c'est quoi l'animation? L'animation, c'est vaste. Ouais. C'est tout un tas de spectres de métiers. C'est pas du tout pareil si tu es BG artiste que concept artiste, Le layout, que que le le layout, compo, que le compo. La plupart du temps, d'ailleurs, ces Les gens ne métiers- comprennent rien. Ceux Ne qui disent sont en rien. dehors de l'industrie, moi j'ai appris au fur et à mesure des années, mais les gens ne comprennent pas. Donc c'est super Non. intéressant, je trouve. Et même pour ceux qui veulent aller se former dans ces métiers, Mm. de comprendre c'est quoi les parties prenantes. Bah, déjà, alors, je fais beaucoup d'interventions en collège ou en lycée. Ok. Et beaucoup de gamins me disent mais est-ce que c'est un métier? Bah oui. Déjà, oui, c'est un métier. D'ailleurs, c'est même un spectre de métiers. Et je lui dis, tout dépend de l'affinité que tu vas avoir avec ce que tu veux faire, mais tu peux être animateur, tu peux être réalisateur, réalisatrice. Et donc, oui, ce sont vraiment des métiers qui existent. C'est pas récréatif. C'est et récréatif et ça peut te rémunérer. Donc, c'est un métier. Et puis, il y a même certains fonds de soutien qui peuvent tu vois, connaître tout le spectre des métiers. Quand tu as un fonds de soutien, que tu administres un fonds de soutien, c'est quoi le layout, c'est quoi le compositing, ça peut aussi intéresser ces interlocuteurs-là, au final. Puis après, ça va être tous les curieux. Donc, c'est une série qui devrait peut-être même être diffusée dans certains cinémas en avant-séance. C'est en train de revenir. Trop bien. Ouais, Bonne c'est en idée. train- voilà. Bonne idée, ouais. Et notamment avant des films d'animation. Il y a aussi d'autres projets, des adaptations de BD. Ça, c'est un truc que tu n'avais pas vraiment fait jusqu'à présent, si? Alors, l'adaptation de BD, effectivement, là, j'ai acheté les droits d'une BD japonaise qui Ouais. s'appelle Le vieil homme et son chat, qui est édité chez Casterman. Avec un en- style très sympa, hein, en j'adore. France. Ah oui, c'est très japonisant, c'est très doux. C'est effectivement, et donc c'est l'histoire d'un pépé, de son chat, de sa défunte femme avec qui il continue à communiquer par la pensée d'une certaine façon. Il n'y a aucun dialogue Oui, entre eux. oui. Il convoque son souvenir, en fait. Tout à ouais. fait. Il a son petit hôtel, il convoque son souvenir et donc il va avec son entourage proche, ses amis, continuer à vivre, à bien vivre, tout en se souvenant de sa femme. Et donc on est en train aujourd'hui de plancher sur un spécial 26. D'accord. On se posait longtemps la question de la série et du public aussi. Et je pense qu'on va aller vers un spécial 26 vraisemblablement. On aimerait lancer la production vers 2027, se D'accord. donner la fin d'année pour chercher les fonds, 2026 pour les conclure. Et Moi, ce que 2027, j'aimerais bien comprendre dans le processus d'une adaptation, c'est vraiment, justement, toutes ces questions auxquelles il faut répondre. J'aimerais bien qu'on creuse un petit peu là-dessus parce que, donc, déjà, à quel moment tu as été mis en contact avec cette œuvre et à quel moment tu te dis, tiens, moi, je pense qu'on peut en faire une adaptation. Ça a commencé comment? Alors écoute, c'est marrant parce qu'en fait, je me rendais au Cartoon Forum, Oui. donc la grand-messe de la série, Ouais. et le premier mail que mon téléphone reçoit au moment où je déverrouille le mode avion, Ouais. c'est Le vieil homme et son chat. D'accord. Projet d'adaptation de Milena Rodams qui m'envoie ce projet. Et je me dis, tiens, c'est chouette. Et moi, je ne la connaissais pas, cette BD. Je l'envoie à ma collaboratrice qui s'appelle Clémence. Elle me dit, ah, mais bien sûr que moi, je connais, j'adore. Et Trop donc, marrant. je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on n'irait pas vers une adaptation de ça? Et donc, on le lit.
D'accord. On se dit quel est le concept qu'il y a derrière, quelles sont les potentielles cibles, les potentielles chaînes. Alors, au moment des cibles, comment tu te dépatouilles? Parce que c'est pas forcément simple. Je pense que c'est une œuvre qui a été dans les mains d'adultes ou d'ados. Principalement ados-adultes. Ouais, d'accord. Principalement ados-adultes. Et c'est vrai que la question qu'on se pose actuellement, c'est de rajeunir la cible. Oui. Donc on est en dialogue avec des distributeurs, avec des diffuseurs, avec des auteurs, co-auteurs, script docteurs. Donc tout un tas de gens pour que je ramener convoque. cette IP vers du plus jeune. Déjà pour se poser les questions, qu'est-ce que les chaînes veulent, qu'est-ce qu'elles cherchent, comment est-ce qu'elles fonctionnent, quels sont les formats qui marchent, est-ce qu'on va aussi vers du web, est-ce qu'on va... Enfin, il y a tout un tas de choses et aujourd'hui, pourquoi on va vers un format vraisemblablement spécial 26 et non plus série comme c'était à l'origine, parce qu'on trouve que ça peut se mettre aussi dans un programme ciné de long métrage, où tu peux agréger 3-4 courts métrages qui vont faire 20-25 minutes, par exemple Le Grand Noël des animaux. On a travaillé sur ce film avec Les Valseurs. Oui. Et en fait, ce sont différentes successions de courts-métrages. Tout à fait. Qui font 26 minutes. Le Grand Méchant Renard n'est pas loin de ça non plus. C'est vrai. C'est même ça. Donc, en fait, je trouvais que l'ADN correspondait bien. Et qu'est-ce qui m'a tiré aussi dans le 26, plutôt que dans la série la série feuilletonnante, aujourd'hui, c'est pas trop ce que les chaînes vont être amenées à chercher. Elles aiment bien, mais c'est pas ce qui va être... Pourquoi elles refusent un peu le feuilletonnant, en fait? Pour les contraintes de programmation en fait, de grille de programmation. De grille de programmation en fait, je pense qu'elles vont être bloquées par ça. Et donc si tu veux avoir un arc narratif sur tes personnages, je trouvais qu'on était moins bloqué sur un spécial qui lui aussi peut t'ouvrir les portes sur la suite et pourquoi pas d'autres 26 ou pourquoi pas une série ou pourquoi pas un long. Et quelles sont les applications de Sophie Furlo et de Haruna Kishi. Alors, Sophie et Haruna ont été recommandés. Alors, c'est marrant parce que tu sais, moi, je connais quand même désormais un petit peu de monde, notamment dans les comités. Donc, je me suis aperçu que l'un des comités qu'on avait en Nouvelle-Aquitaine, l'un des membres, je l'ai sollicité par la suite en lui disant écoute, qu'est-ce que tu penses du projet? Comment est-ce qu'on pourrait le travailler? J'ai eu différentes remarques du fonds de soutien. Et quel est ton avis? Elle me dit écoute, moi mon avis c'est que appelle Jean Regnault, donc un auteur très connu en France. Donc j'appelle Jean il me dit écoute, moi c'est pas du tout mon ADN, en plus j'aime pas les chats, donc il me dit je vais pas travailler sur ça. Mes contacts Haruna. C'était très direct mais très drôle. Et contacte Haruna et contacte Sophie, je les connais, ce sont des super autrices. On va voir avec elles ce que vous pouvez essayer de trouver. Et donc c'est comme ça qu'on s'est mis autour de la table et qu'on a commencé à phosphorer et à regarder ce qu'on pouvait essayer d'imaginer autour de ce personnage. Par exemple, l'une des choses qu'on aurait en tête, ce serait de prendre un personnage de la série qui a désormais une vingtaine d'années. Et de le ramener à ses 8 ans. Ah ok, ça peut être un angle. Voilà, ça pourrait être un angle. D'accord, donc c'est vraiment toutes ces discussions qui sont en cours et qui permettent, depuis finalement l'achat d'une adaptation, à arriver à une œuvre. Et tu mets bien 2-3 ans. C'est ça, en général, c'est ça. Ouais. Et en plus, il faut entre-temps trouver les financeurs, ou en tout cas le diffuseur, etc. Là, on est très content. Pour l'instant, on a fait un grand chelem. Donc, on a été suivi par le CNC, on a été suivi par la ProCirep, on a été suivi par CITIA, donc le département de la Haute-Savoie, la région Grand Est, donc là où on a nos studios. Donc, on est aussi en train de bâtir toujours des stratégies financières. Au-delà de l'écriture d'un projet, tu as aussi cet arc derrière, latent, qui est comment est-ce que je vais trouver des sous pour payer. Moi, je fais mon plan de financement, tout simplement. Et ça aide aussi, effectivement, de passer par différents guichets, etc. Et heureusement que ces guichets existent, parce que des œuvres comme celle-là, elles ont besoin, parce que on se dit pas tout de suite, commercialement, ça va être un truc qui va exploser, etc. Mais par contre, ça a cette chance d'exister. Et il faut la faire exister, quoi. C'est à préserver. Exactement. Aujourd'hui, on a une problématique qui est que, alors, tu as l'effort de guerre d'un côté, le gouvernement qui a besoin de récupérer des sous, et puis des régions qui sont de plus en plus concrètement aux abois sur des finances, des municipalités, des départements. Sauf que l'industrie audiovisuelle, cinéma et d'animation en France est un joyau. Vraiment, que ce soit les formations ou que ce soit les studios. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est heurté par une crise qui rappelle presque une crise comme en 2008. Tu vois, la crise des subprimes ou la bulle d'Internet ou la bulle de l'animation. Ça se contracte un petit peu sur... Sauf que ça se contracte, mais pas que sur l'animation. Il y a tout un tas de partout, niveaux structurants. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une problématique. Et on a des retraits de fonds. Donc des fonds qui diminuent et qui vont impacter directement des studios. Donc aujourd'hui, nous, en tant que studio, on doit essayer de trouver des alternatives, des façons de faire
mieux, moins cher, autrement, réinventer des En formats. coproduisant aussi. Alors moi, ça Oui, ça, c'est de facto. évident. Ouais. C'est en fait la copro, c'est vraiment ce à quoi je crois, mais mordicus. C'est-à-dire qu'en fait, Et puis faire tu en un as déjà fait plusieurs Ouais. fois. Donc, et en fait, tu viens mettre bout à bout des talents, des partages de frais ressources, des ressources. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. On l'a fait depuis des années pour des courts-métrages où on faisait ça avec la Russie. J'avais produit beaucoup de courts-métrages Ouais. avec la Russie. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, mais voire devenu impossible. Et ça marchait très bien, en fait. Donc, il y avait une partie des fonds là-bas, il y avait une partie des fonds en France. Mais aujourd'hui, on coproduit aussi en France, c'est-à-dire entre deux studios. bien sûr. Et ça marche. Donc voilà, par bien. exemple, vous repartez en coproduction sur. Avec un donc voilà, court-métrage, on ouais. s'entend plutôt bien avec Virginie en effet, et on a. Là, il y a des un projets, court-métrage que un vous- court-métrage. Ça s'appelle Journée d'appel. Journée d'appel, Voilà. ça m'a donné envie d'en Ouais. savoir plus parce que on a tous fait notre journée d'appel Oui, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter finalement parce que en espace d'une journée, tu rencontres des tas de gens qui viennent de tas de milieux, de tas de régions différentes, enfin souvent la même région, mais en tout cas de villes différentes et il se passe toujours quelque chose quoi. Pop, petit arrêt sur image juste pour vous indiquer que cet épisode est soutenu par 22D Musique qui accompagne depuis plus de 20 ans les professionnels de l'audiovisuel dans la création musicale et la gestion de leur catalogue musical, ainsi que Citrus Software qui édite le logiciel d'animation en 3D temps réel Tangerine et le logiciel de gestion de production Yuzu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur citrussoftware.com. Big up également à notre partenaire Écran Total, la source d'information des professionnels de l'audiovisuel. Voilà, c'est terminé. Retour à la conversation. c'est ça qui m'a touché dans ce projet en fait. C'est vraiment une auteure excellente qui s'appelle Hélène Dubois qui nous a proposé ça il y a maintenant quelques mois. Puis elle a réfléchi à son projet. Elle s'est dit non, je vais essayer de le faire toute seule. Et puis elle est quand même revenue vers nous, donc vers Virginie et puis vers Amopix à Strasbourg. Et elle a dit bon, j'ai quand même besoin de producteurs pour m'aider sur le projet. Et j'ai été touché par son histoire. En fait, c'est une histoire simple, mais extrêmement efficace de cette journée d'appel et de comment, quand tu pars d'un postulat qui pourrait être vraisemblablement très très pénible, je veux dire ta journée d'appel, il y a plus stimulant, et en fait ça devient un révélateur d'un talent, ça devient un révélateur de ce que tu peux faire, et en fait pour elle ça a été Un déclic, quoi. Ouais, une éclosion en fait d'une certaine façon, C'est marrant. où elle s'est aperçue que les dessins qu'elle faisait, qu'elle croquait durant la journée, ont convoqué chez les gens une énorme attirance, et ils se sont dit mais c'est génial ce que tu fais, continue. Ça, c'est Et- marrant. ouais. Ouais. Non, mais très bon. En tout cas, à suivre. On espère le voir bientôt. Et puis, il y a aussi, comme tu dis, des collaborations avec d'autres studios comme Eddy, où il me semble que vous êtes impliqué dans le long métrage de Louis Clichy Oui. à venir, Le Corset. Le corset. Très attendu. Oh là là, alors ça c'était un de mes grands coups de cœur. On s'entend très bien avec Eddy depuis plusieurs années maintenant. On a fait des courts-métrages. Et donc eux, en fait, ont lancé la production du Corset de Louis Clichy qui était en développement chez nous il y a quasiment 4 ans. Ouais. Donc ensuite, ça donne le temps de chercher des financements. Et donc là, c'était le moment où on a commencé à faire pousser notre studio d'Annecy. Puisqu'en fait, la demande de Nicolas et de Céline qui lançaient la production, c'était Mathieu, est-ce que tu ouvres bien tes studios à Annecy ? Oui. On a très bien travaillé ensemble sur Strasbourg. Et désormais, ce serait très intéressant d'avoir cette complémentarité entre tes deux studios. Et donc, on a fait les décors à Annecy, donc D'accord. des décors à la ligne, Ok. qui étaient ensuite envoyés chez les astronautes pour être colorisés, D'accord. aquarelle, tous en aquarelle. Et ensuite, l'animation revient en partie à Strasbourg avec une petite partie de l'animation, sachant que le grand vivier de l'animation est à Paris, proche du réalisateur. Oui. Et donc, on fait ensuite, nous, encore à Strasbourg, ce qu'on appelle la lead colo, donc colorisation, ombre et lumière. D'accord. Et cette fois-ci, c'est de nouveau réparti sur 3 studios qui vont de la Belgique à Strasbourg à Annecy. Ok. Et donc là, on a la chef animatrice, enfin chef colo, qui s'appelle Paulina, qui est en train d'œuvrer, de diriger une équipe d'une quinzaine de personnes environ. Les longs métrages d'animation français, un peu comme ça, je dirais vraiment très pointus, quoi. C'est souvent partagé entre différents studios, la fabrication ou... Oui, Ça arrive des souvent grands projets comme ça. Ouais. Tu prends Mars Express, tu prends Angelo dans la forêt mystérieuse. En fait, soit tu les répartis sur plusieurs studios en France, si tu arrives à regrouper l'ensemble de tes finances sur le territoire français, soit tu les répartis sur différents pays. Ouais. Ça, c'est vraiment le producteur qui va tisser sa stratégie selon ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Donc ensuite, on fait un tour de table et on se dit qui peut faire quoi et comment et dans quel délai et avec quelles équipes. D'accord. Donc en fait, on va montrer un pipeline de production et de ce pipeline de production vont en découler les Collaborateurs, les plannings, ouais. les collaborateurs, comment les choses vont se faire. Et ça, c'est un film sur lequel nous, on aura œuvré pendant 2 ans
entre le début des décors, avec une petite équipe à Annecy, on était 3 personnes, et Strasbourg, on va monter à une 12aine. C'est très chouette aussi de pouvoir œuvrer comme ça sur des films. On a fait la même chose sur Allah n'est pas obligé, par exemple, qui va être à Annecy cette année. Tout à fait. On avait un autre Mathieu, parce qu'on est beaucoup de Mathieu au studio, c'est d'ailleurs un running gag, parce que ça rend les gens un peu fous. Donc il y avait lequel Mathieu, de Matt 1, 2, 3 on est 6 ou 7, donc c'est problématique. Donc il y avait Mathieu Rottler qui était chef décorateur à Strasbourg, qui pilotait l'équipe de Allah n'est pas obligé pour la création des décors. Et plus d'1 an après, on a récupéré la partie animation du long métrage et là on a fait l'animation 3D du long métrage. C'est vraiment des boucles à chaque fois qui... Mais nous on suit, et c'est ça que j'adore faire aussi, c'est si c'est possible de suivre un projet avec une première étape de fabrication et puis une des dernières étapes, ou l'anime ou le compo. Moi je viens du compo, c'est comme ça que c'est monté le studio. D'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le compo représente vraiment une part minime de ce qu'on est amené à faire. On est très souvent et de plus en plus appelé pour de l'anime, des décors, et de temps en temps effectivement du compo, voire parfois tout. Ça nous arrive de tout faire. Tu as mentionné une œuvre Angelo et la forêt mystérieuse. Vous étiez coproducteur, il me semble. On était coproducteur. Il a été sélectionné à Cannes. Il y a eu pas mal de bons retours sur ce film. Tu peux nous raconter un peu justement d'où vient ce film et son histoire et en plus, c'est un auteur un peu foufou qui est derrière tout ça. Un Vince Schluss. Oui. Écoute, ça c'est de nouveau une très bonne entente avec des producteurs. En fait, c'est les producteurs à l'initiative, c'est JSBC, donc je suis bien content qu'il est à Paris, avec qui on s'entend bien depuis des années, puisqu'on sortait de Mars Express, qu'on sortait de Last Man, dans lesquels ils étaient déjà. Et ils m'ont dit, écoute, on aimerait bien travailler avec toi sur Angelo. Voilà. C'est Vince Schluss qui s'adapte lui-même. Oui, c'est ça. C'est lui qui a... Oui, tout à fait. Et donc, on aimerait bien avoir un binôme de co-réalisateurs sur ce projet. Et donc, moi, j'ai par exemple trouvé un studio partenaire en la personne de Zeilt, enfin, le studio Zeilt au Luxembourg. Et donc, j'ai essayé de trouver avec les producteurs des façons de faire et qui pouvaient être amenés à travailler sur quelle étape du projet. Donc, en fait, comme à Strasbourg, on n'est pas très loin de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg. Et donc, j'ai aidé à ça avant de lancer vraiment la production du projet. En fait, tout ça, et puis ensuite, on s'est posé, on s'est dit, tiens, qui fait quoi ? Et donc, c'est un projet qui s'est fait sur différents studios, et notamment Gaoshan, qui est le studio pilote depuis La Réunion. Et c'est un film à combien de budget, je me rends pas compte Il est juste en dessous des 10. En dessous des 10, ok. Ce qui est très haut. Ce qui est très haut encore, donc effectivement. Alors, il y a eu des paris qui ont été un peu fous, qui a été de faire un film ou de tenter de faire un film sur un moteur de jeu temps réel, et avec ce que ça avait de bien et de moins bien. C'est-à-dire qu'on s'est quand même un petit peu cassé les dents sur des choses comme ça, très concrètement. Et vous l'avez fait là-dessus, finalement C'était sur Unity ou Unreal Unreal, Sur Unreal en grande partie, et ça aurait été peut-être... c'était un peu précoce. Je pense le faire. Mais bon, faut bien que parfois il y a des crash tests. Et le film est sorti, le film a été acclamé. Il y a forcément eu un peu de casse, etc. Oui, mais si tu veux, le film est là. Nous, on va voir des choses en se disant, tiens, ça pourrait être fait autrement. Mais le film est là. Il y a eu effectivement... Ça te donne envie de reproduire des films à nouveau sur du moteur temps réel ou ça vous a échaudé ? Non, alors nous on n'était pas à la gouverne sur ça. Je pense que Gaoshan sera vraiment le studio à même de te répondre par rapport à ça en disant on refait pas. Nous aujourd'hui, on a un point de bascule qu'on trouve très intéressant, c'est Blender. Blender, c'est incroyable. C'est open source, les artistes qui se forment là-dessus assez naturellement. C'est vraiment dingue. Et nous, on a une migration des talents en fait. Tu vois, on est très identifié 2D. Tu parlais quel est l'ADN du studio. Nous, c'est vraiment de la 2D. Quand on m'a appelé souvent pour de la 3D, je refusais. Je refuse plus maintenant. Parce que, en fait, tu t'es aperçu que Blender avait changé la donne. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mes artistes, techniciens, ce sont souvent les deux, qui viennent de la 2D, qui se sont dit, mais attends, je peux commencer à dessiner avec l'outil Grease Pencil dans un espace en 3D, tourner autour, je peux faire ça, je peux faire mon layout, je vais poser des cubes, je peux changer mes perspectives de caméra, mais tout est là. Donc, en fait... c'est révélation, quoi. Révélation. Et donc, on a au studio... une fois par semaine, des points techniques. Tu rassembles tout le monde et tout. Et donc on parle pendant 1 heure, 1 heure et demie des techniques, des tests, de comment on peut convoquer ça. C'est notre veille. Voilà. Et tu vois, l'IA aujourd'hui, pour nous, elle est assez peu dans notre veille
quelque part, tu vois, on se dit, tiens, souvent, l'IA va bouleverser les choses. Pour l'instant, elle manque tellement de constance dans ce qu'elle est amenée à faire que pour l'instant, ça peut être un chouette soutien, ça peut être un chouette assistant, mais pour l'instant, nous, on produit rien en IA. Vous n'avez rien dans votre pipe qui a un peu d'IA ? Non. Alors on a une branche dans la société qui s'occupe plus de tout ce qui est tournage, montage. Donc ce qu'on appelle le Amopix Lab, qui va faire, tu vois, de la publicité. L'étalonnage. Voilà, et de l'étalonnage. Là, ça devient intéressant, effectivement. Tu vois, tu peux tout à fait demander à ton logiciel et t'as les IA directement à l'intérieur de Photoshop ou de Premiere ou de DaVinci. Bah, tiens, aide-moi sur ça. Donc il peut te faire des propositions sur la colorisation, ou alors aller chercher des rushs qui n'existent pas mais qui vont compléter des petits gommages, tu vois, le travail de palette qui est parfois pas le plus stimulant, donc tiens, enlève voir l'extincteur, étends le décor, rattrape-voir un peu le son, tu vois, il y a des assistants comme ça assez géniaux dans le montage et dans la post-prod. Pour l'instant, je le vois moins dans le domaine vraiment de la pure fabrication. D'animation surtout. D'animation, j'entends, pardon, d'animation. On est amené à le convoquer quand on fait parfois des moodboards ou à l'éduquer. Donc on va éduquer une IA en disant, tiens, on a besoin de travailler dans tel style, essayer de faire telle chose, mais tu as un tel problème de cohérence et de constance. Et puis ton fichier, c'est quoi à la fin ? Tu vois, c'est quand même facile d'ouvrir un Blender ou d'ouvrir un After Effects, de bien le corriger. Alors qu'à la fin, tu as un truc figé et comment tu le bouges et comment Ça, c'est vraiment une vraie complexité. Et pour l'instant, non. Ok, intéressant. Je trouve que c'est bien, justement, de rassembler tes équipes chaque semaine, faire le point et tout, et que finalement, l'IA ressorte pas trop en mode, bah si, on peut utiliser ça et tout. C'est que pour le moment, c'est pas très utile pour l'animation, quoi. Non, c'est un très chouette complément. Vraiment, c'est un super assistant. Donc, tu vas avoir ta petite IA qui peut être ouverte, tu as des choses comme ça. Mais même pour du rédactionnel, tu vois, enfin, moi, je sais pas, c'est pas quelque chose qu'on utilise. C'est quoi ta lecture du marché aussi de l'animation ? Parce que bon, on sait qu'on est un peu dans le creux de la vague ces derniers temps, en tout cas cette année 2025. Comment tu vois les choses, toi ? L'animation, on peut pas dire qu'elle se porte mal en termes de présence, de présence et de fabrication. Certes, on a été bouleversé par une crise qu'on a appelée la crise des streamers. Je pense que c'est pas que ça. Mais tu as tout un tas de facteurs aujourd'hui qui sont venus chambouler certaines des méthodes de fabrication. Moi, je reste, en tout cas dans l'ADN de ce que je veux défendre, en termes de marché, tu vois, sur quelque chose d'artisanal. J'ai envie de continuer à faire ça, j'ai envie de continuer à produire. Notre boîte mail ne désemplit pas. Cependant, là où je suis soucieux, c'est que notre boîte mail ne désemplit pas quand il s'agit d'avoir des projets et d'accueillir des projets. Tu vois, on est tout le temps sollicité. Là où je suis plus soucieux, c'est dans tout ce qui concerne le nombre de candidats qu'on a. C'est effarant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Les gens qui cherchent du boulot. Les gens qui cherchent du boulot. C'est-à-dire que je reçois 15 mails par jour de candidats. Ah ouais. Donc ça fait plusieurs centaines de mails à traiter par semaine et quelques milliers par an. Donc tu te dis que là, le marché s'est tendu. Donc il y a beaucoup de gens qui cherchent du boulot parce que tu as eu en partie un effondrement. Mais je vais rester optimiste. Je pense que l'animation a encore de beaux jours devant elle, très largement. Mais c'est vrai qu'on est de nombreux acteurs, c'est vrai qu'il y a de nombreux projets, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en concurrence. Tout ne peut pas aboutir. Et on en revient à la coproduction. Je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'essayer de mener des combats à plusieurs, que ce soit pour des courts-métrages, les coproduire, pour des séries, les coproduire, ou du long. Et ce que je trouve bien, justement, quand tu fais la photographie de ta société, c'est que toi, tu as une certaine agilité encore, parce que tu connais bien la coproduction, et là, ça va se révéler être un axe important pour les années à venir pour l'industrie. Tu t'es dit, je ne vais pas dépasser un certain nombre de headcount de personnes. Tout à fait. Et quand tu regardes les gros studios installés, qui avaient trop de monde, en fait, ça représente des charges importantes. Et donc, quand il y a une réduction des commandes, ça commence à mettre en péril la société et dépose le bilan. Donc, tu n'es pas dans cette contrainte-là. Et puis, tu n'es pas non plus à la course de la commande du streamer, etc. Donc, tout ça fait un bon mix pour que ta société continue d'exister, avance, même à travers la tempête quand on vit ça. Mais c'est vrai que, alors est-ce que c'était conscient ou inconscient, mais c'est vrai que le modèle économique sur lequel on est bâti aujourd'hui, il est plutôt sain. Alors, c'est pas tous les jours rose, non, bien sûr, il est plutôt sain. C'est-à-dire qu'on est sur de l'artisanat, je le redis, mais c'est des métiers où, si tu veux, c'est très difficile de payer l'entièreté des jours qu'on va y consacrer. Je veux dire, quand tu te dédies à des projets, tu y vas avec le cœur. Et je pense qu'effectivement, le modèle économique qu'on a aujourd'hui me paraît plutôt pertinent. Et tu as évoqué l'agilité. Ouais. C'est exactement ça, en fait. On a plusieurs studios à parler et à utiliser ce mot.
tu marches sur des œufs, tu fais doucement et tu essaies de baisser la tête quand le vent souffle un peu trop fort et qu'il n'y a pas forcément tout le temps du boulot. C'est ça. Comment tu te vois plutôt dénicheur de talent, faiseur de calme dans le chaos ou gardien d'une certaine vision? C'est tout en même temps, finalement, quand on est à la tête d'un studio comme ça? Écoute, c'est plus mes collaborateurs ou les gens avec lesquels on travaille qui sont pour moi le meilleur témoignage du fait qu'on fait des bonnes choses. Si tu veux, j'ai cherché à créer une société à taille humaine, extrêmement respectueuse des gens avec lesquels on travaille, donc les collaborateurs internes comme externes, c'est-à-dire intermittents. Et tout le monde me dit, mais punaise, mais qu'est-ce qu'on est bien. En fait, j'ai construit un studio où tu as l'impression d'être à la maison. Et en fait, c'est extrêmement familial. Et c'est ça, en fait, l'ADN de cette boîte. C'est qu'on se fait plaisir sur des beaux projets et en faisant des choses avec le cœur et puis en faisant du mieux qu'on peut. La conviction, beaucoup de conviction aussi. Beaucoup de conviction et puis avec des talents que, je veux dire, ce studio n'existerait pas sans les talents qui y travaillent. C'est ça. Tu as peut-être résolu cette question que t'avais posée ton père, finalement. Comment tu vas rendre rentable tout ça? Rendre tout ça rentable. Mais écoute, aujourd'hui, oui, la société est rentable. Elle est plutôt en forme, hein, concrètement. Je pense que, vu le contexte actuel, faut être prudent. Bien sûr. Oui. Parce que, en fait, je reste aussi un entrepreneur. Et ça veut dire prendre beaucoup de risques. Donc aujourd'hui, la société évolue. Alors on a un spectre de sociétés désormais, hein, puisqu'il y a différents studios. À côté de ça, on a aussi ouvert une société qui fait de la post-production son et du tournage sonore, qui est intéressant parce que ça nous permet aussi de travailler mieux nos animatiques, d'avoir du son précis dès le départ. On a une partie qui fait labo et post-production. Donc ça nous permet, dans un petit studio, d'avoir un petit peu toutes les étapes de fabrication. D'accord. Que ça aille du intégré storyboard quasiment jusqu'au finish. Ouais. Et si tu veux, il y a cette agilité-là, en fait. C'est-à-dire que nous, dans le modèle économique qu'on a, ça nous permet aux uns et aux autres de se répartir. Donc, en fait, on a tout simplement une ramification qui s'est un petit peu étendue, avec une prise de risque qui s'est aussi considérablement étendue. Ouvrir d'autres bureaux, agrandir ce Strasbourg qui ont doublé de surface. Voilà. Aujourd'hui, si tu veux, faut être prudent. J'irai pas plus gros pour l'instant. D'accord. C'est pas quelque chose que je cherche. Ouais, c'est de la croissance, mais prudente petit à petit. Exactement. Exactement. Et surtout en proposant un panel de services un peu plus étoffé, donc créer finalement des ressources multiples, quoi. C'est ça, et en fait c'est marrant parce que beaucoup de gens disent, dis donc, vous faites plein de choses chez vous. Alors oui, en fait, et on a aussi cette immense chance de pouvoir choisir les projets sur lesquels on va être amené à travailler. C'est-à-dire que beaucoup de projets nous sont envoyés. Et on peut dire non. Donc on peut dire non. Et en fait, on va travailler au coup de cœur. D'accord. En tout cas, merci d'être venu, Mathieu, sur The Anima Show. Ça fait très plaisir. Merci infiniment. J'espère passer un jour une tête au studio à Strasbourg. Alors là, quand tu veux. Vraiment. Et puis en bonne continuation à toi avec tous ces projets. Et puis, j'espère que tu en feras naître de encore plus beau et encore plus ambitieux. Merci infiniment.